Bonjour et bienvenue dans le grand JT des faits divers. Notre débat aujourd'hui porte sur Jacques Mérine, l'ennemi public numéro 1, plus précisément sur les derniers secrets de Jacques Mérine. Nous allons en parler avec nos invités, nous allons lever des zones d'ombre et poser des questions qui dérangent 39 ans précisément après sa mort. Mais d'abord, qui était vraiment Jacques Mérine? Le sujet de Charlotte Onfroy-Barrier. Pendant près de 10 ans, il est l'ennemi public numéro 1, recherché par toutes les polices du monde et admiré pour son parcours hors du commun. Braquage, enlèvement, séquestration et meurtre, Jacques Mérine a usé de tous les vices pour échapper à la prison. À Genève en 1962 où il braque une banque et une bijouterie, puis à Chamonix où il cambriole un hôtel. Poursuivi pour escroquerie, Jacques Mérine fuit au Canada puis aux États-Unis et plonge dans le grand banditisme. Après un court séjour à New York, Mérine retrouve la France en décembre 1972. Régulièrement repéré, il échappe plusieurs fois à la vigilance des enquêteurs et fait la une des journaux du monde entier. En 1978, Jacques Mérine croise la route de Sylvia Jean-Jacot dans un bar à Hautès. Pendant 18 mois, les deux amants se cachent. L'homme se moque des enquêteurs et accorde des interviews aux médias captivés par son impertinence. Je pense qu'il aimait ça puisque les disputes que nous avions ensemble tous les deux, c'était sur ce problème-là. Je trouvais qu'il ne devait pas répondre à la presse. Le 2 novembre 1979, vers 15h15, la cavale du criminel prend fin. Au volant de sa voiture, il est encerclé par la brigade de recherche et d'intervention. 21 balles sont tirées, 18 atteignent Jacques Mérine. Il meurt sur le coup, sa compagne est-elle, grièvement blessée. 40 ans après sa mort, son parcours et son destin funeste fascinent. Il est fascinant parce que d'abord il a fait des évasions incroyables. En plus, moi j'adore l'humour, j'adore les gens qui sont contre le pouvoir en général, enfin contre la connerie du pouvoir, parce que c'est souvent très con le pouvoir. Voilà, et il avait le côté un peu Coluche, un peu le luron, un peu tout ça, et il s'est bien moqué du pouvoir pendant un moment, et puis il était très drôle en plus, il y avait beaucoup d'humour. Plusieurs films et documentaires retracent aujourd'hui ses faits d'armes. Une exposition lui a même été consacrée en 2010 à Paris. Nous allons poser 4 questions sur les derniers mystères autour de Jacques Mérine avec nos invités. Autour de la table, Georges Fenech, ancien magistrat, consultant CNews. Bonjour Georges Fenech. Bonjour. Steve Ruben, avocat pénaliste du cabinet Ruben et Associés. Bonjour. Bonjour. Claude Cancès, ancien patron de la PJ, auteur de Histoire du 36 quai des Orfèvres. Vous êtes venu ici pour nous en parler avec Charles Diaz chez Mareuil Éditions. Et puis Jean-Marc Simon, bonjour, auteur de Jacques Mérine chez Mareuil Éditions, un livre très complet de près de 900 pages. Alors dans ce livre, vous retracez les faits et gestes de Mérine, vous dressez un portrait psychologique. Ce sera notre premier thème parce que ce qui est frappant à la lecture de votre livre, c'est que Mérine, c'est vraiment l'homme aux deux visages, un homme effrayant, prêt à tout, dangereux, mais aussi extrêmement séduisant par son charme et son charisme. Je dois dire que c'est ce qui m'a attiré dans le personnage de Mérine. Je ne suis absolument pas mérinolâtre. Je ne suis pas non plus spécialiste des truands. Je ne tiens pas à le devenir. On me l'a proposé, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant chez Mérine, c'est précisément cette multiplicité de visages. Alors, on a parlé de l'homme aux mille visages en ce sens qu'il se maquillait, qu'il se déguisait, etc. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont ses facettes psychologiques. Mérine, c'est Janus, c'est l'homme à deux visages, l'homme qui est hyper séduisant, qui a embarqué dans ses aventures des femmes qui étaient plus ou moins installées dans la vie, qui avaient des enfants même, et qui, à côté de ça, est un homme absolument terrifiant. C'est si vrai qu'on se posera la question de savoir s'il n'aurait pas basculé à la fin de sa vie dans le terrorisme, enfin avant la fin de sa vie. On y reviendra justement. Claude Cancès, est-ce que vous, l'ancien grand policier, est-ce que vous comprenez cette fascination que Mérine exerce encore? Les livres, les films, il y a presque une mythologie, même un braqueur comme Redouane Faïd qui s'est évadé, qui a été repris après une cavale, eh bien lui-même dresse des analogies avec Mérine. Pour être très franc, je me reproche un peu d'être venu ici parce que on rend Faut encore... pas, Claude, on est content que vous soyez là. On le fascine encore... On le rend encore plus fascinant, ce Mérine. Il n'a jamais fasciné aucun flic. Et je dois dire que dans son milieu, je pense que M. Simon ne me démentira point, il n'était pas tellement aimé. Un type comme Michel Ardouin, le porte-avions, qui était un des plus beaux voyous de France et de Navarre, a travaillé avec Mérine. Quand vous lisez ses mémoires, ce qu'il en dit, c'est pas quelque chose de très... Il n'est pas fasciné par Mérine. Et il n'y avait pas que lui. Hein. Mais c'était l'ennemi public numéro 1 quand même.
C'était un ennemi public numéro 1, oui. Je confirme les propos du commissaire Cancès. Un voyou de ce type, c'est-à-dire un peu un chien fou, incontrôlable, franc-tireur, ça gêne le grand banditisme. Il a gêné en France, de même qu'il a gêné au Canada. Michel Ardouin, effectivement, en témoigne. Michel Ardouin est au Canada surtout pour des questions de drogue. Et la mafia canadienne, italo-canadienne, n'aimait pas du tout Mérine. On a soupçonné des liens entre la police canadienne et la mafia canadienne pour essayer de le capter là-bas, c'est évident. Georges Fenech, il ne faut pas oublier le côté dangereux. C'est quand même un bandit. L'un des plus grands criminels, un criminel globe-trotteur, on l'a dit, il a agi au Canada, dans plein de pays. Derrière ce surnom qu'on lui a parfois donné de Robin des Bois français, il y a quelqu'un de très dangereux. Lui-même refusait qu'on lui donne ce surnom, Robin des Bois. Il s'était surnommé Le Grand, voyez-vous, parce qu'il avait une très haute idée de sa personne. En réalité, Mérine s'est façonné un personnage. Il s'est construit un personnage. Et c'est vrai qu'il a réalisé, entre guillemets, quelques exploits absolument invraisemblables. Notamment, il s'est évadé de la prison de la Santé, dont on ne s'évade pas. Et il a commis des actes aussi d'un culot, si j'ose dire, le fait d'avoir enlevé, par exemple, un magistrat en pleine audience, s'être enfui parce qu'on lui avait remis un pistolet dans les toilettes du tribunal, avoir pris en otage le président du tribunal, avoir essayé de prendre en otage aussi le président de la cour d'assises, à l'époque, M. Petit. Donc, si vous voulez, plusieurs évasions de prison, enlèvement de personnes, le milliardaire Lelièvre, réglant ses comptes aussi avec le journaliste Tillier de Minute qu'il laisse pour mort dans une grotte après lui avoir mis 3 balles, et le fait aussi de narguer la police et le personnel politique de l'époque. Il va même jusqu'à enjoindre à Perfit, à l'époque, je crois que c'était le ministre Perfit, de supprimer les QHS. Quasiment de le menacer. Vous voyez, donc c'est ce personnage-là qui est effectivement facile, mais vous avez raison, Gilles, il était extrêmement dangereux. Steve Rubin, vous êtes l'avocat sur ce plateau. Est-ce que parmi certains de vos clients, vous avez déjà constaté une mythologie Mérine ? Non, il n'y a pas de mimétisme Mérine, il n'y a pas de mythologie Mérine. D'abord, je crois parce qu'il appartient à une génération qui est quand même relativement éloignée de celle que nous défendons au quotidien. Mais je voudrais rebondir sur un point, et ça ne m'étonne pas finalement le propos que vous pouvez avoir, vous, gens de justice, entre guillemets, et gens de police. Il est vrai que pour les autres, les coulisses du monde judiciaire, les coulisses de la voyoucratie, c'est toujours fascinant. Et c'est encore plus fascinant en réalité par ces hommes très singuliers, et là je pense évidemment à Jacques Mérine, qui ont fait preuve d'une vraie audace dans la réalisation d'actes. Et effectivement, vous l'évoquiez, il a beaucoup milité entre guillemets sur la suppression du QHS, donc quartier de haute sécurité, évasion effectivement il y a de cela je crois 35 ou 38 années, et en réalité, on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire 40 ans plus tard, les mêmes problématiques. Aujourd'hui, beaucoup militent dans la singularité de l'isolement carcéral et ce que ça peut engendrer, de l'évasion. On a encore 40 ans plus tard et on a du mal effectivement à pouvoir empêcher ça. Et en fait, il est devenu gênant à un moment donné. Et aujourd'hui, vous voyez, monsieur le commissaire, vous indiquez que finalement, en parler, c'est lui donner encore plus de fascination. Non, en parler, c'est entretenir en réalité ce mythe. Et vous voyez qu'il est encore dans l'actualité. Alors, Jean-Marc Simon, Claude Cancès, un dernier, allez-y. Aux assises a dit ceci: vous êtes prisonnier de votre personnage, une prison dont on ne s'échappe pas. Aux assises, le président Petit. Ça a bien failli lui coûter sa vie. Alors Jean-Marc Simon, on va parler maintenant d'un aspect méconnu de Mérine. C'est l'enlèvement donc du milliardaire Henri Lelièvre. On va y revenir, mais d'abord, avant d'enlever Henri Lelièvre, il a très sérieusement songé à enlever Philippe Bouvard. C'est dans votre livre. Alors, vous expliquez que mais Bouvard, c'est un gros morceau. Sa culture et son esprit le rendent extrêmement populaire. Il est journaliste. L'affaire ferait trop de bruit et pourrait se retourner contre le grand sur ce même champ médiatique qu'il bichonne tout particulièrement. Mais il a fait de nombreux repérages. Oui, c'est vrai. C'est si vrai que, dit-on, on a retrouvé à son domicile, rue Béliard, après qu'il ait été abattu, un dossier consacré à Philippe Bouvard. Il avait l'habitude, alors il n'y avait pas uniquement Bouvard, d'autres personnages l'ont amené à constituer des dossiers sur leur adresse, leurs habitudes, le nom de leur chien, un certain nombre d'informations. Il avait envisagé d'enlever le patron de Tréca, aussi qui était quelqu'un d'important. C'était des matelas, Philippe Tréca. Maurice, c'est les matelas Tréca qui étaient très connus à cette époque-là. Philippe Maurice également. Enfin voilà, un certain nombre de personnalités. Il était prêt, Mérine, à faire flèche de tout bois, en définitive. Bouvard était incontestablement la cible la plus en vue, la plus people. Elle lui a fait peur. Et
je serais curieux de voir ce qui se serait passé entre les deux hommes s'il l'avait kidnappé. On l'a vu à la fin de l'affaire Le Lièvre, nouer des liens un peu plus sympathiques, manifester un peu plus d'attention à Henri Le Lièvre, qui était un monsieur de 80 ans, un petit peu plus de 80 ans. Il lui mitonnait des petits plats à la fin, hein, bien qu'il l'ait enchaîné. Rappelons-le, Henri Le Lièvre a été maintenu en otage pendant 38 jours, un homme de plus de 80 ans. Et avec Philippe Bouvard, qui était vraiment un homme d'esprit, et Mérine avait de l'esprit, aimait rire. Il n'aimait pas qu'on se moque de lui. Mais quand même, voilà. Qu'aurait-il tissé comme lien? Il n'avait pas apprécié certaines chroniques, il voulait se venger. Et d'ailleurs, Philippe Bouvard en a parlé. Regardez, on va voir des phrases écrites par Philippe Bouvard au sujet de Jacques Mérine dans quelques secondes. C'est ce que Philippe Bouvard a déclaré au sujet de Mérine. J'avais consacré 2 ou 3 chroniques à ses vengeresses pour protester contre lui, qui avait sorti un best-seller et qui savait manier la langue française, qui était devenu un maître à penser de la société française. Je trouvais que c'était lui faire beaucoup d'honneur et que ce n'était pas un exemple pour les jeunes. Mérine savait que Bouvard ne l'aimait pas. Est-ce que ça peut être une des raisons pour lesquelles il avait choisi cette cible ? Oui, probablement. Il a manifesté de l'hostilité à un certain nombre de personnes qui lui avaient porté tort, ou matériellement, ou dans son image. Jean-Claude Lattès, il en a voulu à son éditeur, Jean-Claude Lattès, parce qu'il ne parvenait pas à percevoir ses droits d'auteur. Rappelons-nous que le ministère de la Justice y avait fait opposition, d'où son hostilité à l'encontre de Perfit. Jacques Desrosiers, un journaliste très très connu, un journaliste d'investigation, a aussi eu droit aux foudres de Jacques Mérine. Et surtout, oui, Georges Fenech. Surtout le journaliste de Minute, Tillier, qui avait fait l'affront d'écrire qu'il n'était pas réglo, qu'il n'y avait pas de code d'honneur, et ça, il ne l'a pas supporté. Il l'a attiré dans un vrai guet-apens, dans une grotte, où il l'a laissé pour mort. Il lui a tiré une balle dans la joue, disait-il, pour ne plus qu'il parle, une balle dans la main pour ne plus qu'il écrive, et une balle dans la jambe pour se faire plaisir. Il l'a laissé pour mort. C'était une façon de régler ses comptes avec un journaliste. Claude Cancès, dans l'affaire de l'enlèvement d'Henri Le Lièvre, très médiatisée à l'époque, les journaux s'en sont emparés, eh bien, la famille d'Henri Le Lièvre va finir par payer la rançon. La police est là, mais la famille sème la police pour aller payer cette rançon. C'est un énorme coup d'éclat. Alors vous allez me dire, vous entretenez encore la mythologie, mais c'est un énorme coup d'éclat de Mérine. C'est un enlèvement diabolique, mais parfaitement réussi. Oui, d'autant plus qu'à l'époque, la criminelle a connu une série d'enlèvements à Zantes, de Rovre et Beaumont-en-Pin, où la stratégie mise en Pin, dans laquelle a participé Alain Caillol, qui a travaillé avec Mérine, si je puis dire, pendant quelques années. Et la stratégie de Piero Tavioli a été payante. On n'a jamais cédé. La rançon n'a jamais été payée. On a arrêté les voyous au moment des remises de rançon. Là, il y a eu un petit loupé. Et la famille, à l'insu de la police, effectivement, a payé la rançon. Il y en a eu un autre, historiquement très connu. Lyon. Le fils d'Alain Mérieux. Oui, le petit Mérieux. Racontez-nous, Georges Fenech. Oui. C'est vrai que la stratégie qui était très payante de la police de l'époque, c'était de s'intercaler toujours entre les preneurs d'otages et la famille pour pas que la rançon soit payée. De façon à ce que les preneurs d'otages savent que jamais ils ne percevront la rançon. Il y a eu une exception pour la famille Mérieux. Vous vous souvenez, le gang des Lyonnais qui avait enlevé le petit Mérieux qui avait une douzaine d'années. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, Alain Mérieux était très ami avec Jacques Chirac, qui était Premier ministre, et on a laissé la rançon se verser, qui sera d'ailleurs récupérée en grande partie par la suite, et l'enfant, heureusement, a été libéré. La deuxième question qu'on va aborder, ce deuxième aspect extrêmement méconnu, voire complètement caché autour de Jacques Mérine. Je me tourne vers vous, vers Jean-Marc Simon, qui a écrit donc ce livre Jacques Mérine, cette somme de 900 pages. Je parle de la visite, donc entre guillemets, la visite de Mérine au gouverneur de Majorque en 1965. C'est le gouverneur militaire. À ce moment-là, il se rend chez quelqu'un. Il va prendre des documents. La Guardia Civile l'arrête et pense que c'est un barbouze de la France gaulliste, voire même un agent secret. Est-ce que vous croyez à cette thèse? Est-ce que Mérine a pu être un agent secret ou un barbouze? On est dans l'ordre de l'intime conviction, soyons bien clairs. Moi, non, je ne le pense pas. Je pense qu'il a toujours su jouer de la mandoline dans son intérêt. Et le flou artistique qu'il a créé autour de cette situation, sur un vulgaire cambriolage, entre guillemets, même s'il s'agit d'une sommité. Et la Guardia Civile le pense, hein? Oui, mais
Moi, j'ai des doutes. Franchement, il nous a tellement raconté d'histoires, Jacques Mérine, tellement. Beaucoup de gens ont menti dans ces affaires liées à Mérine, soit par leur silence, simplement, soit par de l'intox, de la désintox. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Alors, peut-être a-t-il croisé, par contre, des gens qui étaient soit liés à l'OAS, le SAC, je ne pense pas, mais à l'OAS. Et peut-être a-t-il appris de ces gens-là. Mais je ne pense pas qu'il ait été embrigadé à quelques moments de sa vie. C'était un chien fou, un indépendant. Claude Cancès, Mérine Barbouze, agent secret, vous y croyez? Non. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait la guerre d'Algérie. Oui. Et qu'on lui dit, il faisait plus ou moins partie de l'Ouest, je crois, à les moments. Enfin, c'est ce qui s'est écrit, mais rien n'a été démontré. Et alors, question non pas subsidiaire, mais qui suit immédiatement, Jean-Marc Simon, page 592 de votre livre, vous émettez l'hypothèse, est-ce que Mérine, s'il n'avait pas été abattu en novembre 1979, serait devenu un terroriste? Alors, on pouvait se poser la Il y question. a beaucoup d'éléments qui accréditent cette thèse dans le livre. Absolument. On a même trouvé du Pyntex, je crois, à Rubéliard, à son domicile, après l'arrestation transformée en mort. Il y a le fait qu'il a utilisé, qu'il avait toujours des grenades avec lui, et ça c'était un reste aussi des mœurs de la guerre d'Algérie. Oui. Le fait qu'il était le premier qu'on a vu avec une Kalachnikov. Rappelons-nous le bruit que ça a fait dans les banlieues quand on a vu en apparaître des Kalachnikov. Lui c'était le premier, il a même fait la une de Paris Match avec une Kalachnikov, un masque à gaz. Et on pourrait même ajouter qu'il était assez ridicule d'ailleurs dans cette posture, soyons clairs. Ne soyons pas dans l'idolâtrie. Il est ridicule. Georges Fenech, oui. La frontière entre banditisme et terrorisme, aujourd'hui, elle est poreuse. C'est intéressant. Elle l'était à l'époque aussi. Absolument. Vous savez, ça me rappelle, d'ailleurs, c'est les mêmes époques, Action Directe. Vous vous souvenez, les crimes commettaient Max Frérot, Olivier, d'Action Directe. Des braquages et puis... Des braquages, et ensuite, évidemment, ils s'en prenaient à la société, ils habillaient un peu leur volonté criminelle d'une noble cause, disons. Et je pense que ce personnage aurait pu effectivement habiller ces braquages, ces enlèvements, etc., en leur donnant une connotation, entre guillemets, politique, et en réalité du terrorisme. C'est un personnage qui ressemble beaucoup à ça, oui. Claude Cancès, vous y croyez? Mérine, devenant terroriste? Tout à fait. Quand on manie la gâchette comme il la manie, en droit commun au terrorisme, on a vite franchi le pas. Steve Rubin, vous y croyez aussi, vous? Vous croyez que c'est une réécriture historique falsifiée? Non, vraiment, pour les côtoyer au quotidien, ceux qui sont animés de crimes crapuleux, c'est-à-dire dont l'objectif est de récupérer de l'argent, basculent rarement dans le terrorisme. Je veux dire que on n'est pas animé de la même chose, il y a quand même des volontés politiques importantes et surtout des messages à faire passer fort lorsqu'on entre dans ce schéma-là. En revanche, ce que nous voyons, c'est que l'activité criminelle vient financer le terrorisme. En d'autres termes, on a beaucoup d'affaires de terrorisme qui sont en lien avec des trafics de stupéfiants, par exemple, où en réalité, le fruit de ces activités-là finance certaines activités, parfois d'ailleurs au-delà de nos frontières. Et déjà, le fait de s'en prendre à des ministres, comme Perfit. C'est vrai que ça. Le fait de s'en prendre à des journalistes, le fait de s'en prendre aux institutions, à la police, de narguer Robert Broussard à l'époque, etc., c'est déjà en soi un acte de terreur vis-à-vis de la société. Sauf à considérer que ça entre dans son schéma à lui de toujours susciter l'intérêt, de toujours braquer les caméras sur lui, lorsqu'il va faire effectivement des interviews alors qu'il est en cavale. Tout ça, ça milite dans une espèce de volonté de toujours faire parler de lui. Mais ce serait intéressant d'ailleurs, puisque je n'ai pas participé évidemment à ce procès, mais de voir si des experts psychiatres ont pu effectivement analyser pour voir un petit peu ce qui était possible de recevoir. Jean-Marc Simon, c'est vrai que quand même, il s'intéresse beaucoup, Mérine, à la bande Abadher. Il songe à aller dans des camps pour s'entraîner. Il se renseigne auprès de proches de Yasser Arafat. Donc il y a quand même... Alors moi, je dirais oui, mais... Oui, parce qu'il sort des QHS et dans les prisons, de quoi parle-t-on? Des milieux Mao, surtout. De même que l'islamisme fait bouillonner nos prisons à l'heure actuelle, c'est le gauchisme, c'est le maoïsme à cette époque-là. Donc il sort de ce jus-là. Son dernier lieutenant, Charlie Bauer, appartient à ce jus-là. Et c'est par lui, du reste, croit-on, qu'il a obtenu, du reste, la Kalachnikov en question. Et le mais, je dirais, ça ne correspond pas du tout à sa psychologie. Il aurait pu en faire un habillage, se donner non pas ce rôle de Robin des Bois, mais de sauveur du peuple, ou je ne sais quoi. Mais sa psychologie faisait que ce n'était pas un soldat, Mérine. Il voulait être le chef. Il a toujours fonctionné sur des petites bandes, et je ne le vois pas rouage d'un réseau.
Merci de ces précisions et surtout, restez avec nous dans quelques minutes après une courte pause. La suite de notre débat sur Jacques Mérine. Sa mort le 2 novembre 1979, porte de Clignancourt, fait encore polémique. Vous saurez tout dans quelques instants. Et puis juste avant 14h, bien sûr, ce sera le JT des faits divers avec notamment l'agression d'un policier à Hyères dans le Var. Nos invités réagiront. À tout de suite.